Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point bourse. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, tout simplement, cette vidéo, elle est structurée en deux parties. Tout d'abord, je vais vous parler de la situation des marchés boursiers actuellement. Je vais également faire quelques digressions pour vous expliquer un peu comment se porte l'économie, que ce soit aux États-Unis comme en France. Je vais vous parler un peu de la crise sanitaire, on va voir un petit peu ce qui se passe dans l'actualité aussi. Bref, on va voir toutes ces choses. On va surtout s'intéresser à la valorisation des marchés boursiers, mais on va parler aussi de tout ce qui gravite autour de ce thème. Et dans un second temps, dans cette vidéo, je vais vous présenter un modèle épidémiologique. Donc je sais que c'est pas le thème de cette chaîne YouTube puisqu'on parle de bourse, mais vous allez voir qu'il y a un lien avec les actions, avec la bourse, avec l'économie, avec tout ça. Et donc je vais vous parler d'un modèle qui s'appelle le modèle SIR qui peut montrer en quoi la crise elle pourrait durer. Donc je vais pas trop m'attarder sur ce modèle parce que c'est le plus important, c'est surtout de voir la situation des marchés. Et dans la fin de la vidéo, on va analyser la situation actuelle pour voir si en fait il est opportun de se positionner maintenant ou non sur les marchés actions. Normalement, durant la vidéo, vous aurez déjà une petite idée, mais on va quand même synthétiser tout ça en fin de vidéo et voir si finalement est-ce qu'il faut acheter les actions maintenant, oui, non, pourquoi, et surtout je vais aussi vous donner mon avis sur ce sujet et vous dire ce que personnellement je vais faire. Donc on passe tout de suite, on avance. Donc tout d'abord, donc là les slides qui vont suivre, y compris celle-ci, ce sont les slides qui concernent la situation, le point sur les marchés boursiers, la situation économique actuelle, bref, toutes ces choses. Donc tout d'abord, si on analyse le taux de chômage aux États-Unis. Alors, comment se porte l'économie aux États-Unis? Alors, dans cette slide, on va parler finalement un peu de l'économie aux États-Unis. Et dans la suivante, on va parler des marchés boursiers aux États-Unis. Et je vais vous montrer quelque chose de frappant. Donc, qu'est-ce qui se passe économiquement aux États-Unis actuellement? Alors, le taux de chômage aux États-Unis, sachez qu'il n'a pas été aussi haut qu'aujourd'hui, à savoir de 14,8% depuis à peu près un siècle. Alors, je vous ai mis un graphique beaucoup plus représentatif avec en axe des ordonnées le nombre de demandes d'emploi. Donc, ce sont des personnes qui sont arrivées au chômage, le nombre de demandeurs d'emploi en milliers. Donc là, on est au seuil d'1 million, par exemple. Ici, on a 500 000, ici, on a 3,5 millions, etc. Et sur ce graphique, en abscisse, on voit les années. Donc, il s'échelonne ce graphique des années 70 à actuellement. Et sur ce graphique, on voit également de grandes bandes blanches. Et bien, toutes ces bandes, en fait, elles représentent les récessions qui sont intervenues aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Alors, déjà, le nombre de chômeurs, de demandes d'emploi aux États-Unis, les Initial Jobless Claims, donc les demandes d'emploi de ceux qui n'ont plus d'emploi, tout simplement, il est passé de à peu près 200 000 à 3,3 millions. Et donc, la courbe en bleu, là, je vous parle de la courbe en bleu. Et donc, là, vous devez remarquer quelque chose d'absolument abasourdissant. C'est que durant la dernière grande crise financière mondiale, qui était la crise des subprimes de 2007-2008, le nombre de demandeurs d'emploi aux États-Unis, le nombre de chômeurs a doublé. Mais il est passé de peut-être 350 000 à près de 650 ou 700 000. Là, on a dépassé les 3 millions, alors que durant les 50 dernières années, ce nombre n'a jamais dépassé les 700 000 à peu près. Donc, c'est quelque chose d'absolument en fait, c'est quelque chose de sans précédent aux États-Unis. Depuis la Grande Dépression de 1900, qui a succédé au krach boursier de 1929. Mais ça fait à peu près un siècle que les États-Unis n'ont pas vécu chose pareille. Donc 14,8%, ça peut vous paraître faible, mais sachez que aux États-Unis, en général, le taux de chômage est extrêmement faible. Il avoisinait peut-être les 3%. Il y a tout simplement 3 mois. Et donc c'est un taux record depuis près d'un siècle. Et je tiens à préciser une chose, en fait, la bourse, c'est un peu le reflet de l'économie. Et c'est intéressant de comprendre ça dans la slide qui va suivre quand je vais vous montrer la valorisation des marchés actions aux États-Unis. Sachez que les États-Unis, c'est à peu près 40%
en montant 40% de la valeur de la capitalisation boursière mondiale. Donc autrement dit, les marchés actions aux États-Unis ont un poids très important dans le poids dans la capitalisation boursière mondiale, donc de l'ensemble des actions cotées en bourse à travers le monde. Maintenant, autre chose de très, très intéressant à constater sur ce graphique, qui témoigne un peu de la situation économique aux États-Unis actuellement, à chaque fois qu'il y a eu une grande crise, chaque crise économique s'est doublée d'une récession, c'est-à-dire d'une baisse de croissance du PIB. On pourrait dire croissance négative pour embellir un peu les choses, mais chaque fois qu'il y a eu une hausse du nombre de demandeurs d'emploi et de chômeurs, il y a toujours eu une récession. Là, on voit que le nombre, la hausse, elle est sans précédent, elle est juste astronomique, elle est incommensurable même, je dirais, et on est quasiment certain, en fait, c'est une certitude, aux États-Unis, l'année 2020, en fait, là, les États-Unis sont en train de rentrer en récession et en fait, la plupart des pays occidentaux d'Europe et les États-Unis également ont des prévisions de baisse de croissance de l'ordre de 8 à 10% pour 2020. Donc là, il y aura une récession de manière quasi certaine pour 2020 aux États-Unis. Et l'économie aux États-Unis ne se porte pas très bien, se porte même très mal. Et ça m'amène à la slide suivante qui indique quelle est la valorisation des marchés actions aux États-Unis actuellement. Et j'ai décidé de vous montrer ça pour vous mettre un peu en comparaison le fait que la situation économique aux États-Unis est actuellement fortement dégradée et le fait que les marchés boursiers actions aux États-Unis se portent très bien, ce qui paraît complètement paradoxal et antinomique. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer un peu de quoi on parle, comment on interprète ce graphique, etc. Alors, ce graphique, c'est tout simplement un graphique qui, en fonction des années, donc on voit que ça commence en 2007, qui vous montre l'évolution des PER ou des PE ratio. Donc les PER, un PER, c'est un Price Earning Ratio, c'est un indicateur de cherté des marchés boursiers. Plus un PER est élevé, plus le marché peut être considéré comme cher, indépendamment des cours boursiers. Et inversement, on voit que les PER, on voit sur ce graphique en rouge tout simplement l'évolution du PER moyen sur les actions du S&P 500 en fonction des années. Donc, pour rappel, le PER, il se calcule de la manière suivante, c'est le cours d'une action divisé par le bénéfice net de l'action. Si on extrapole, c'est également équivalent à la capitalisation boursière divisée par le résultat net. En fait, le PER, c'est tout simplement un indicateur de la cherté d'une action ou d'un marché dans son ensemble, comme dans l'exemple que j'ai pris ici. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple? Alors, j'ai pris l'exemple du S&P 500, puisque déjà le S&P 500 est extrêmement représentatif des marchés actions aux États-Unis. Pourquoi? Puisqu'il recense les 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Et c'est un peu la boussole des marchés même, je dirais, au niveau international. C'est un peu l'indice phare qui est utilisé par tous les investisseurs, même s'il y en a d'autres. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Eh bien, on voit tout simplement que le PER, donc finalement le PER, il indique combien de fois les bénéfices on paye une action ou un marché. Et on voit que globalement, juste avant le Corona crack de 2020, donc de début mars 2020, juste avant le Corona crack, le marché, les actions du S&P 500 en moyenne se payaient 19 fois les bénéfices, ce qui est énorme. Donc là, vous avez des courbes à peu près parallèles. La petite précision, c'est que c'est tout simplement les multiples de bénéfices que les actions se payaient, donc entre 10 et 19. Donc ici, c'est la courbe pour un PER de 10. Ici, on a la courbe pour un PER de 19. Et on voit qu'avant Corona crack, le marché actions aux États-Unis se payait extrêmement cher puisque les actions se payaient en moyenne 19 fois leurs bénéfices. Dès qu'il y a eu le Corona crack, donc là, on voit pas très bien, mais là, c'est la courbe rouge qu'il faut regarder. On voit que le PER est redescendu à peut-être 15. Donc on payait les actions peut-être 15 fois les bénéfices. Et depuis à peu près 2 mois, parce que ça, je précise, c'est une source du Standard & Poor's, mais très récente puisqu'elle date du 8 mai 2020. Je rappelle qu'on est le 12.
Et on voit que les PER sur le marché, sur le S&P, sur les actions du S&P 500 sont remontés à des niveaux extrêmement élevés ils sont remontés à peu près au niveau donc d'avant crack. Donc c'est-à-dire que actuellement, le marché action états-unien est toujours aussi cher qu'avant le Corona crack. Même si en moyenne les actions ont des cours boursiers moins élevés, les actions se payent toujours aussi cher. Alors à quoi c'est dû? Tout simplement au fait que le PER, comme je l'ai expliqué, c'est le cours sur le bénéfice. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le marché a commencé à anticiper les bénéfices pour 2020 et les bénéfices des sociétés pour 2020 sont en baisse par rapport à ceux 2019, en baisse significative. C'est d'ailleurs vrai pour le marché européen, action européen, même d'ailleurs pour les entreprises non cotées en bourse. Mais on calcule pas un PER sur une entreprise qui n'est pas cotée puisqu'il n'y a pas de cours boursier. Mais dans tous les cas, les entreprises en moyenne ont des prévisions de bénéfices pour 2020 en forte baisse par rapport à 2019. Donc forcément, même si le cours boursier, si un cours boursier stagne et les bénéfices sont en baisse, le PER augmente. Mais si le bénéfice diminue plus, les bénéfices anticipés, du moins un bénéfice plus que le cours boursier, le PER augmente également. Et donc en fait, là, la correction du PER, c'est tout simplement parce que le marché a commencé à anticiper les baisses significatives de bénéfices pour 2020. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que quand la courbe en bleu, quand toutes les courbes, mais globalement, quand cette plage en bleu, elle diminue, c'est tout simplement parce que les bénéfices anticipés sont beaucoup plus faibles. Et c'est intéressant de mettre cette partie du graphique en comparaison avec la partie sur 2008-2009. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici en 2008-2009? Il y a eu ce qu'on appelle la crise des subprimes, la fameuse grande crise financière mondialisée qui est intervenue lorsque la banque d'investissement Lehman Brothers a fait faillite, etc. Et donc, ici, il y a la crise des subprimes de 2007-2008. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout simplement, les bénéfices des sociétés ont fortement baissé, se sont effondrés, ce qui était fortement prévisible. Donc les PER et donc le marché action, ici c'est la courbe en rouge, on voit qu'on paye à peu près donc 10, 11, 12, 13, 14, 15 ou 16 fois les bénéfices des sociétés, entre 14 et 15 fois les bénéfices les actions du S&P 500 avant la crise des subprimes. Et lorsque la crise a éclaté, je rappelle que les marchés sont relativement irrationnels, donc quand il y a une baisse, je dis souvent que la bourse elle monte en prenant l'escalier et elle baisse en prenant l'ascenseur. Les actions chutent d'un coup, comme on a pu le voir lors du Corona crack. Les actions chutent d'un coup et très significativement, beaucoup plus qu'elles ne devraient au regard des fondamentaux stratégiques et financiers et de la valeur intrinsèque des sociétés lors d'un crack. Et ici, on voit que les PER sur le marché action US a fortement diminué lors de la crise des subprimes. On voit qu'on est même allé en dessous de 10 fois les bénéfices, ici, exactement ici. Et même en 2009, on était à peu près à 10 ou 11 fois les bénéfices, un PER de 10 ou 11 sur le marché action US. Et c'est tout à fait logique qu'en cas de crack, en cas de crise économique, que les marchés s'effondrent. Et en général, la bourse, les investisseurs sont pas forcément toujours rationnels. Et lorsqu'il y a un crack ou une crise, les marchés s'effondrent littéralement. Une baisse de 50%. Sur les marchés actions, c'est tout à fait envisageable lors d'une crise. C'est à peu près ce qui s'est passé, un peu plus même, je crois, dans la crise des subprimes. Et donc, ce qui s'est passé ici, pour que les PER ils passent de à peu près 14 à même pas 10 ici, c'est tout simplement que les cours boursiers se sont effondrés plus vite que les bénéfices et les bénéfices anticipés des sociétés. Et qu'est-ce qu'on voit ici actuellement? On n'est qu'au début d'une crise économique et ici, on voit que finalement, les PER, ils sont à des niveaux de valorisation comme ceux d'avant crack. Et je rappelle que c'est des niveaux de valorisation qui étaient au plus haut depuis très longtemps. Quand on peut voir sur ce graphique, même avant la crise des subprimes, on était très loin d'un PER de 19. On était à un PER de peut-être 16 ou 15. Ici, on est à 19. Et là, on est de nouveau à un PER de 19 sur le marché US. Alors qu'on est au tout début d'une crise économique. Et lorsqu'il y a une crise économique, en général, la bourse, en tant que reflet de l'économie, s'effondre pas forcément d'un coup, mais progressivement. D'abord rapidement, puis progressivement.
Et donc pour moi, au regard de la situation économique actuelle aux États-Unis, bah, les niveaux de valorisation sur les actions américaines sont complètement aberrants. C'est complètement irrationnel, c'est même, je dirais, ubuesque. Voilà. Et donc, je rappelle que le PER historique sur les 20 dernières années, sur le S&P 500, il est à peu près à 16 fois les bénéfices. Donc même lorsqu'il y a eu le Corona crack, en fait, le Corona crack n'a fait que réajuster les cours boursiers à leur niveau de valorisation normaux, puisqu'on est redescendu à peut-être 15 ou 16 fois les bénéfices. Mais les marchés étaient déjà surévalués, donc c'était une correction qui était finalement, d'une certaine manière, légitime. Et là, depuis, eh bien, on est de nouveau à des niveaux de valorisation abasourdissants, je dirais. Et donc, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une forte diminution des bénéfices anticipés pour 2020 par rapport à 2019. Je précise quand même, aux États-Unis, on a quand même une prévision de, la croissance, le PIB devrait baisser de 8 à 10% cette année. Donc, c'est-à-dire que, en théorie, les entreprises, elles devraient avoir une baisse en moyenne de 8 à 10% de leurs bénéfices. Je simplifie, mais c'est à peu près ça. Et donc, c'est pour ça que là, c'est complètement irrationnel ce qu'on remarque sur le marché boursier actions actuellement. Et donc, conclusion, le marché est aussi cher qu'avant Corona crack, puisqu'on est de nouveau à des PER de l'ordre de 19. Maintenant, si on va se recentrer un petit peu sur le territoire national et on va parler de ce qui se passe en France. Est-ce que le marché action français se porte bien? Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Actuellement, le marché action français, donc là je parle de Euronext Paris, en fait la bourse française, toutes les actions cotées à la bourse de Paris, je suis désolé pour vous, mais le PER moyen sur les actions d'Euronext Paris est supérieur au PER moyen d'avant Corona crack. Donc je dirais que c'est aussi grave finalement, peut-être pire, mais c'est comme aux États-Unis. Donc là actuellement, donc c'est exactement le même principe. On a l'évolution, donc là on a les années et en abscisse, sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées, on a le PER. Donc le PER qui est, je rappelle, un multiple des bénéfices des sociétés. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Alors on va commencer par le début. Je précise une chose. Ici, l'explosion à la hausse des PER, on est arrivé à des niveaux complètement irrationnels puisqu'on est arrivé à presque 30 fois les PER en l'an 2000. Je précise qu'au début de ce graphique, en fait, ici, on a eu ce qu'on appelle la bulle Internet, la bulle sur les valeurs technologiques, et ensuite l'éclatement de la bulle sur les valeurs technologiques. Je précise qu'on arrive à des niveaux aussi élevés parce que tous les investisseurs pensaient qu'en l'an 2000, on était en train d'arriver sur une nouvelle ère, l'ère de l'Internet, de la technologie, et tous les investisseurs achetaient massivement des entreprises cotées en bourse qui ne réalisaient même pas de bénéfices, et donc qui avaient, ou très peu, qui avaient des PER déjà très élevés. Et en plus de ça, la bulle Internet était constituée de valeurs de croissance, et je rappelle que les actions de croissance ont des PER généralement bien plus élevés que les PER moyens du marché. Pourquoi? Parce que les investisseurs, contrairement à des valeurs de rendement comme des actions comme Total par exemple, les valeurs de croissance ont des PER élevés puisque les investisseurs achètent par anticipation de bénéfices futurs, de flux de bénéfices futurs importants. Donc, contrairement aux valeurs de rendement où la croissance des bénéfices n'est pas forcément en forte hausse ou en hausse, mais où on sait très bien estimer on est dans un secteur mature et donc les bénéfices sont stables. Bref, donc ça c'est pour la première partie du graphique. Sachez qu'ici, ce qui s'est passé, c'est relativement irrationnel. Et donc maintenant, on va s'intéresser à ce qui s'est passé ensuite. Donc, comme avant, je vais vous mettre en relief ce qui s'est passé lors de la dernière crise financière, donc la crise des subprimes de 2007-2008, et ce qui se passe actuellement. Alors, ici, je vous ai pris je vous ai encadré en vert. Dans cet encadré en vert, on peut voir deux encadrés rouges que je vous ai fait, avec d'une part l'évolution du PER moyen du marché action français lors de la crise des subprimes, la dernière grande crise mondiale, on va dire, et l'évolution du PER finalement sur les derniers mois actuellement. Et c'est très intéressant de mettre ça en comparaison parce que, comme je l'ai dit, on est au tout début d'une crise économique et d'une récession. Et ça, le marché ne l'a pas encore suffisamment anticipé selon moi. Et
Et ici, on a eu ce qu'on appelle le Corona Crack, qui est venu ajuster très fortement les actions lorsque ça s'est produit. Et juste après, comme pour les actions américaines, on voit que les PER ont fortement réaugmenté. Et là, actuellement, le PER moyen du marché action français est supérieur au PER moyen qu'on pouvait observer juste avant le Corona Crack, ici. Et donc, ici, en toute logique, on aurait pu s'attendre à ce que les actions remontent un peu, mais pas tellement, et qu'elles stagnent pour être, je dirais, à peu près à leur PER historique moyen sur les 20 dernières années, corrigé des extrémums, comme par exemple ici, pour être à peu près ici, au niveau de 14 fois les bénéfices. Mais non, le marché valorise actuellement presque 16 fois les bénéfices, valorise les actions presque 16 fois leurs bénéfices. Donc on a des PER qui sont beaucoup trop élevés, qui sont plus élevés déjà que les PER normaux, je dirais, les PER historiques. Et en plus de ça, on est à l'aube d'une crise économique qui pourrait être aussi durable que celle de 2007-2008. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, lorsqu'il y a eu la crise économique des subprimes, progressivement, eh bien, les marchés actions, enfin, c'est plutôt différent, c'est les PER se sont effondrés. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est si intéressant d'acheter après une crise, parce que souvent, les marchés baissent plus que sont plus impactés à la baisse que la baisse d'activité économique. Mais c'est également vrai à la hausse, comme on a pu le voir lors de la bulle irrationnelle des valeurs Internet. Et donc, on devrait s'attendre à ce que justement les actions, elles baissent plus, parce que même si les actions, le CAC 40, il est passé de 6100 points à 4500, en réalité, au regard de la baisse des bénéfices anticipés des sociétés, c'est pas du tout logique. C'est beaucoup trop peu. Un CAC 40 à 4500 points, c'est trop élevé au regard de la situation actuelle. Et donc, on devrait s'attendre à ce que les PER, eh bien, à nouveau, ils diminuent fortement. Et donc, on n'est pas du tout à protéger, je dirais, d'une nouvelle baisse significative des marchés. Et une nouvelle chute n'est pas du tout à exclure, comme on peut le voir comme on a pu le voir en 2008, les PER se sont fortement effondrés. Alors tout simplement parce que les cours boursiers des actions ont plus chuté que les bénéfices des sociétés. Mais ici, ça pourrait être à nouveau, on pourrait vivre à nouveau une sorte de Corona Crack, mais qui pourrait être plus progressif, moins soudain. Et donc le scénario de 2008 n'est pas du tout à exclure. Et donc, une fois encore, le marché est aussi cher en fait qu'avant Corona Crack, comme on peut le voir. Donc maintenant, on va se concentrer sur la situation sanitaire en France. Donc, qu'est-ce qui se passe en France? Vous avez vu à la télévision, vous avez peut-être vu sur Internet, sur les actualités, dans les nouvelles, etc. Il y a la carte de France qui est sortie avec les départements rouges et les départements verts. Il y a donc un déconfinement partiel en France. Et donc, depuis hier, depuis le 11 mai exactement, eh bien, tous les départements verts peuvent être déconfinés et ont plus de liberté que les départements en rouge. Donc écoutez, si vous êtes en France et que vous êtes dans un département en vert, je suis content pour vous. Si vous êtes dans un département en rouge, vous allez devoir attendre un peu, mais ça va pas être très long. Mais j'aimerais pas trop m'avancer sur ce sujet et vous allez comprendre pourquoi. Alors, il faut comprendre quelque chose, un département qui est vert, déjà, il peut devenir rouge du jour au lendemain et inversement. Pourquoi? Puisque là, on est dans ce qu'on appelle un modèle binaire, donc c'est soit 0, soit 1, c'est soit rouge ou vert, c'est soit blanc ou noir. Bon, là, c'est soit rouge, soit vert. Mais lorsque les analystes ont dû trancher pour choisir la couleur d'un département, peu importe le nombre de variables dans le système, ils ont dû choisir une couleur en fonction d'un résultat. Au-dessus d'un certain seuil, le département était rouge, en dessous, il était vert, mais entre deux départements, surtout des départements qui sont limitrophes, un rouge et un vert, il peut y avoir une différence extrêmement faible dans la réalité. Et un département vert peut très bien devenir rouge et un rouge devenir vert. Même si avec le déconfinement, ce sont plutôt les verts qui deviendront rouges en toute logique. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce déconfinement je dirais des 2/3 de la France en population à peu près, puisqu'il y a quand même Paris qui reste en rouge, Île-de-France? Eh bien, a priori, ça devrait être une bonne nouvelle pour l'activité économique, puisque je simplifie à l'extrême, mais le déconfinement,
c'est synonyme de reprise de l'activité économique. Et si on extrapole, c'est aussi synonyme de hausse à terme pour les marchés boursiers, puisque la bourse est d'une certaine manière le reflet de l'économie. Et j'aimerais mettre tout ça, en fait, toutes ces informations en relief avec les prévisions de croissance pour 2020 et de dette publique. En 2020, en France, l'INSEE prévoit une baisse de la croissance de 9,5%. En fait, je devrais peut-être parler de décroissance plutôt ou de croissance négative pour embellir les choses. Mais pour être tout à fait précis, le nom qui est adapté à la circonstance, c'est une récession. Donc, une baisse de PIB, c'est une baisse de la croissance du PIB, c'est une récession. Et donc, en 2020, la France sera en récession, et d'ailleurs, la plupart des pays d'Europe, ainsi que les États-Unis, seront en récession. Et donc, le PIB va chuter de presque 10% en 2020. Donc, si on extrapole, encore une fois, on peut dire aussi que les bénéfices des sociétés vont chuter en moyenne de 10% en 2020. Mais on est dans un monde globalisé, et les sociétés font du bénéfice à l'international. Et ensuite, il faut également comprendre une chose, la dette publique devrait atteindre environ 115% du produit intérieur brut. Donc c'est une explosion à la hausse de la dette publique et nous ne sommes actuellement qu'au début de la crise économique. Et comprenez aussi cette baisse de croissance couplée à un endettement public qui explose comme un fait qui présage d'une hausse des prélèvements sociaux CSG, CRDS, dans les années à venir. C'est presque certain, je dirais même inéluctable, sur un horizon de 5 à 10 ans. Et donc voilà pour la situation sanitaire française actuelle, et aussi pour la situation économique, puisqu'on en parle trop peu, mais on n'est qu'au début de la crise économique, c'est très important de le comprendre. Donc maintenant, je vais vous mettre en garde contre quelque chose. Sachez que si vous êtes dans un département vert actuellement, vous êtes déconfiné. C'est super, mais attention, un confinement peut en cacher un autre. Sachez que il y a certaines localités en Europe qui ont déjà commencé à reconfiner une partie de leur population suite à un déconfinement. Par exemple, il y a certains cantons allemands qui ont procédé à un reconfinement, alors certes partiel, mais suite à un déconfinement. Et sachez que le déconfinement, c'est tout simplement synonyme de recrudescence du nombre de cas de Covid, de coronavirus. Et donc, il y a la piste du stop and go qui est fortement probable. C'est un scénario qui est probable pour la France. Bien, tout simplement, lorsque le nombre de cas, le nombre de personnes en réanimation, mais lorsqu'il y a lorsque le nombre de cas de coronavirus, il augmente trop vite, eh bien, on renforce les mesures tout simplement de distanciation sociale, les gestes barrières, etc. Et on reconfine les gens. Et donc, lorsqu'on arrive en dessous d'un certain seuil, lorsque ça va un peu mieux, eh bien, on allège toutes ces mesures et on déconfine les gens. Mais c'est pas parce qu'on est à nouveau déconfiné qu'on ne va pas être reconfiné, c'est très important de le savoir. Si cette piste du stop and go vous intéresse, il y a un article du Parisien, du journal Le Parisien qui est sur internet que vous pouvez trouver facilement. Et donc on dit souvent qu'un train peut en cacher un autre, et bien moi je dis qu'un confinement peut en cacher un autre, et donc même si vous êtes déconfiné, restez vraiment précautionné et vigilant vis-à-vis ne prenez pas le déconfinement au pied de la lettre, puisque ce n'est pas acquis, malheureusement, je suis désolé de vous l'apprendre, mais un reconfinement est probable. Et sachez une chose, c'est que dans de nombreux pays où il y a déjà eu un déconfinement, on a observé quasi systématiquement, de manière significative, une recrudescence du nombre de cas. Exemple en Allemagne, où le R0 est de 1,1. Alors ça, justement, c'est sur le modèle que je vais épidémiologique, dont je vais vous parler juste après, que je vais vous expliquer ce que ça représente. Il y a également la Corée du Sud qui a vu une hausse forte, un nouvellement du nombre de cas de Covid suite au déconfinement. Et donc, tout ça m'amène à dire qu'un reconfinement est fortement probable. Et donc, reconfinement, à contrario, c'est l'inverse du déconfinement. Eh bien, un reconfinement peut être synonyme d'une baisse de l'activité économique et donc d'une baisse des marchés boursiers. Enfin, sachez une chose, mais ça c'est vraiment pour la pédagogie, il y a de nombreux pays européens, y compris les Pays-Bas et l'Allemagne, qui reconnaissent publiquement l'inefficacité du masque. Donc on n'est pas là pour dire s'il faut porter un masque ou s'il faut pas en porter, comment il faut le porter, est-ce qu'il faut un FFP2, etc. Mais
il y a énormément d'experts qui expliquent que le geste barrière le plus efficace pour endiguer la crise, c'est tout simplement de se laver extrêmement régulièrement et correctement les mains. Se laver les mains, c'est un geste barrière extrêmement puissant, beaucoup plus que le masque. Donc, c'est aussi pour vous dire que il y a quand même des grands pays européens qui reconnaissent l'inutilité du masque. Et donc, sachez que même si vous avez un masque, et c'est aussi pour votre protection personnelle, mais sachez que même avec le fait de porter un masque, selon moi, ne va pas vraiment endiguer le problème sanitaire en France. Et donc, un reconfinement est donc probable lorsque le nombre de cas va à nouveau repartir trop rapidement à la hausse. Alors évidemment, dans ce graphique, le stop and go, à chaque fois, c'est un peu moins... le nombre de cas, il est toujours un peu moins haut, puisqu'il y a plus les personnes plus il y a de personnes infectées, plus on se rapproche de ce qu'on appelle l'immunité collective. Donc maintenant, je vais enfin vous parler de ce que je vous appelle, de ce qui s'appelle tout simplement, hein, vous pouvez regarder sur internet, le modèle SIR. Donc ce modèle, pourquoi il est intéressant ? Alors, je sais que c'est pas le thème de cette chaîne YouTube, mais avec ce modèle épidémiologique, on va comprendre un peu pourquoi et comment évolue l'épidémie, la pandémie, comment ça marche. Et on va voir que les conclusions qu'on peut tirer de ce modèle. Donc, le modèle SIR, qu'est-ce que c'est ? C'est un modèle épidémiologique qui permet de tout simplement d'évaluer, d'anticiper et d'estimer l'évolution d'une épidémie, d'une pandémie, de toutes ces choses-là. Donc, petite précision, on part du postulat que le nombre de cas de Covid, il suit à peu près une loi normale, une courbe de Gauss, je rentre pas dans le détail. Et donc, ce modèle, il est constitué de 3 variables. Et après, j'ai un exemple très simple pour vous expliquer. Donc, je vous rassure, ça va pas être très, très long et très complexe. Tout simplement, R0, c'est ce qu'on appelle le taux de reproduction. Je vais vous expliquer plus en détail après, mais sachez que c'est tout simplement le nombre moyen de personnes infectées par personne contagieuse. Lorsque R0 égale 1, une personne contaminée va en contaminer une autre. Lorsque R0 égale 0,5, une personne contaminée en contamine en moyenne 0,5 autres. Donc il faut 2 personnes contaminées pour en contaminer une autre. Mais lorsque R0 égale 5, une personne contaminée en contamine 5 autres, etc. Eh bien, ce taux de contamination, finalement, il est équivalent à la durée en nombre de jours durant laquelle une personne est potentiellement en mesure de contaminer quelqu'un. Donc c'est la durée pendant laquelle une personne peut contaminer quelqu'un. On multiplie cette durée en jours par le nombre de contacts, le nombre de contacts qu'a une personne par jour. Donc évidemment, vous vous doutez bien que si vous êtes dans le métro parisien et que vous bossez à la Défense, eh bien le nombre de contacts peut monter peut-être jusqu'à 150 ou 200. Maintenant, si vous travaillez si vous êtes berger en Ardèche, forcément le nombre de contacts il peut être de 0. Et s'il est de 0, évidemment, si vous rencontrez personne, vous ne pouvez pas être contaminé. Et la probabilité de contamination. Donc ça, c'est tout simplement la probabilité de contaminer quelqu'un d'autre. Donc pour diminuer ça, on peut par exemple, il y a tous les gestes barrières, etc. Et je vous rassure, je vais vous expliquer ensuite quelle a été la politique sanitaire de la France vis-à-vis de ce modèle précis. Donc d'abord, je vous fais un exemple illustratif concret pour que vous compreniez comment fonctionne ce modèle. Parce que vous allez voir, il peut être très utile pour anticiper l'évolution de l'épidémie. Donc, d'une certaine manière, anticiper aussi un peu l'évolution de l'économie et donc, par transitivité, l'évolution des marchés boursiers. Donc, si on prend un exemple concret, la durée de contagiosité du virus, une personne infectée est contagieuse durant 10 jours, une personne a en moyenne 50 contacts physiques par personne par jour et la probabilité de transmission elle est de 0,5%. Dans cet exemple, on a R0 qui est égal à 10 fois 50 fois 0,5, ce qui nous donne 2,5. Donc le taux de reproduction ou le taux de contamination, c'est de 2,5. Donc une personne infectée en contamine en moyenne 2,5 autres. Et donc si c'est 2,5 autres, donc c'est-à-dire que 2 personnes en contaminent 5, si c'est 5 personnes, ces 5 personnes en contaminent chacune en moyenne 2,5 autres, donc ça fait 12,5 personnes en plus, etc. Donc c'est exponentiel et c'est très rapide.
Donc, tout simplement, si R0, le taux de contamination est supérieur à 1, une personne en contamine plus d'une autre, la vitesse de contamination augmente. C'est-à-dire que le nombre de cas tous les jours, il augmente. Si R0 égale 1, le nombre de cas journaliers de contamination, il stagne. Et on va voir qu'il diminue même à la longue, puisqu'il y a l'immunité collective qui rentre en jeu. Et si R0 est inférieur à 1, la vitesse de contamination diminue. Pardon, j'ai dit une erreur. J'ai dit que si R0 égale 1, oui, c'est bien la vitesse de contamination qui stagne, mais le nombre de cas continue d'augmenter. Et si R0 est inférieur à 1, la vitesse de contamination diminue, et donc la vitesse de guérison est plus rapide que la vitesse de contagion. Et l'objectif de toutes les politiques sanitaires qui sont menées en Europe, c'est de faire en sorte que ce foutu R0 soit inférieur à 1. C'est-à-dire qu'une personne contaminée en contamine moins d'une autre. Parce que dans ce cas-là, la vitesse de contamination, elle diminue. Et donc, la politique sanitaire en France, c'est quoi? Et d'ailleurs, la politique sanitaire un peu partout. Eh bien, c'est l'objectif R0 inférieur à 1. L'objectif, évidemment, c'est d'endiguer la crise sanitaire, mais c'est de faire en sorte qu'une personne contaminée en contamine moins d'une autre. Et donc, qu'est-ce qu'a fait l'État français pour faire tout ça? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Petite précision, en ce qui concerne le Covid, on n'a pas de moyen on n'a aucun pouvoir sur la durée de contagiosité du virus. On ne sait pas trop combien de temps c'est, si une personne contaminée est contagieuse pendant 10 jours, 14 jours, 20 jours. Mais ça, c'est pas une variable sur laquelle on peut influer. C'est pas une variable sur laquelle on peut jouer. Donc forcément, dans le modèle, il n'y a que deux variables sur lesquelles on peut avoir un impact. C'est le nombre de contacts par jour et la probabilité de contamination. C'est tout. On connaît pas tellement la durée de contagiosité, mais on peut pas la modifier pour l'instant. C'est comme ça, on peut rien faire avec ça. Et donc, quelle a été la politique française pour diminuer ce R0 et faire en sorte que finalement le nombre de contacts et la probabilité diminuent? Eh bien, pour les contacts, ça a été le confinement, la quarantaine, les mesures de distanciation sociale, etc. Mais surtout le confinement et pour diminuer la probabilité de transmission. Le confinement, encore une fois, le port de masque, l'utilisation de gel hydroalcoolique, l'application de gestes barrières, les dissuasions par amende aussi également, la distanciation sociale et toutes ces choses. Encore une fois, précision, si vous devez, selon moi, c'est un avis qui n'engage que moi, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous devez choisir entre porter un masque ou avoir toujours sur vous une bouteille de gel hydroalcoolique, eh bien, je vous recommanderais d'avoir toujours une bouteille de gel hydroalcoolique. Mais ça, c'est un avis très personnel. Et donc, il faut comprendre une chose, lorsqu'on veut faire face à une crise sanitaire, il y a deux politiques qui peuvent être envisagées. La première, qui est très dangereuse, elle consiste à essayer d'avoir une immunité collective. C'est ce qu'a fait la Suède. Cette politique, elle est dangereuse parce que elle peut potentiellement ça peut potentiellement être l'hécatombe. On peut d'un coup se retrouver avec un État peut d'un coup faire face à des dizaines ou des centaines de milliers de morts. Donc ça, c'est la première solution. On opte pour l'immunité collective avec les risques que ça engendre. Et donc, on fait pas de confinement, on fait pas de quarantaine, on fait pas toutes ces choses-là. Et la deuxième politique pour laquelle ont opté beaucoup de pays, quand même, c'est tout simplement, comme l'Italie, l'Espagne, la France, surtout la France quand même, mais pas que. Bien, la deuxième politique pour faire face à une crise sanitaire, c'est de faire en sorte d'endiguer en fait la crise. Le virus, c'est de faire en sorte de l'affaiblir au plus. Et donc, c'est ce qu'a fait la France en confinant les gens au maximum pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de propagation du virus possible. Et donc, le risque de ça, c'est que, en toute logique, on a une faible immunité collective. On estime qu'il faut qu'il y ait au moins 60% des personnes qui soient touchées par le coronavirus pour qu'on atteigne l'immunité collective. On est à un chiffre 10 fois, officiellement 10 fois moins élevé en France. Peut-être que 5 ou 6 ou 8 fois en réalité, je ne sais pas, mais officiellement 10 fois moins élevé. Donc forcément, nécessairement, le risque d'une telle politique, c'est que lorsqu'on déconfine,
et que lorsqu'on commence à finalement ne plus être précautionneux et à plus trop appliquer les gestes barrières, les mesures de distanciation sociale, etc., eh bien, le risque, c'est une recrudescence significative, du nombre de cas de contamination qui interviennent concomitamment au déconfinement, puisqu'on a beaucoup trop peu d'immunité collective. Donc forcément, le virus devient à nouveau virulent et se propage à nouveau à très grande vitesse. Et lorsqu'on a, par exemple, comme en France, officiellement, on n'a que 6%, entre guillemets, mais on a 6% des personnes qui ont eu le Covid, eh bien, ça veut dire qu'il y a encore 14% de la population qui est potentiellement contaminable. Et donc, il n'y a pas du tout d'immunité collective. Donc, le déconfinement est synonyme, finalement, de grands risques sanitaires, à nouveau en France. Et on ne parle pas d'une deuxième vague, c'est le même virus, mais c'est simplement qu'on lève, finalement, qu'on laisse le virus se propager. Et donc, là, je vous ai mis un graphique avec ce qu'on appelle une courbe sigmoïde. Alors, cette courbe sigmoïde, elle montre quoi? Elle montre tout simplement en fait, elle indique quoi? Elle indique que plus le nombre de cas de personnes infectées augmente, moins il y a potentiellement de personnes à contaminer. Et donc, en fait, c'est ce que je vous explique ici. Plus le nombre de contaminés augmente, moins la probabilité de contaminer elle augmente, puisque si autour de vous 90% des gens sont contaminés, si vous rencontrez 10 personnes dans la journée, eh bien 9 personnes sur 10 seront déjà contaminées et immunisées. Par contre, s'il n'y a qu'une personne sur 10 qui est contaminée, potentiellement vous pouvez contaminer les 9 autres. Et donc plus les gens sont contaminés, moins on peut les contaminer puisqu'ils sont immunisés. Et donc forcément le nombre de contacts qu'on pourrait contaminer, il diminue avec l'augmentation de l'immunité collective. Et donc ici, je rappelle que la politique sanitaire en France, elle consistait à endiguer la pandémie en évitant d'une certaine manière l'immunité collective, puisque c'était du confinement, etc. La distanciation sociale et j'en passe. Et contrairement à la politique suédoise, et fait extrêmement intéressant, en Suède, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de confinement, il n'y a pas toutes ces choses, mais en Suède, il n'y a pas plus de morts par habitant qu'en France. Et pourtant, en Suède, il y a officiellement plus de 20% de la population qui a été atteinte par le Covid-19. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant, et je pense qu'on a des leçons à tirer de cette politique suédoise, même si ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc ici, on voit que globalement, ça c'est l'évolution du nombre de personnes contaminées. Donc on voit au début ça augmente très vite et plus il y a de personnes contaminées, moins on peut en contaminer d'autres. Et ici on arrive au niveau d'une asymptote horizontale à 1. Donc forcément, après il restera une personne sur Terre à contaminer et donc on sera arrivé au bout. Mais globalement, voilà. Lorsqu'on arrive à l'immunité collective, donc 60%, c'est à peu près à là, globalement, en tout cas, on considère que pour le Covid, on aura atteint tout simplement l'immunité collective. Donc quel est le problème en fait du Covid-19? Eh bien déjà, la durée de contagiosité, rappelez-vous la formule, eh bien, on la connaît pas tellement et le consensus scientifique est divisé. Ensuite, autre chose qui est selon moi, et je pèse mes mots, dégueulasse, c'est qu'il y a des pays comme la Chine qui se foutent littéralement des gens. En Chine, officiellement, il y a 3100 ou 3200 décès du coronavirus. Maintenant, ils en ont rajouté 1000 ou 1200 histoire d'être un peu plus crédible quand ils ont vu que ça se répandait partout au monde. Je crois qu'il y a 4600 morts officielles dues au coronavirus en Chine. Bon, en réalité, on est peut-être à 100 000 ou à 200 000. Mais déjà, voilà, il y a beaucoup de problèmes autour de cette crise sanitaire. Il y a des statistiques qui sont complètement fausses. Vous tapez nombre de cas de coronavirus sur Google et vous avez des graphiques. C'est super beau, vous avez tout. Mais il y a des pays comme la Chine qui racontent n'importe quoi, qui donnent des chiffres complètement faux et qui cachent la vérité. Mais c'est un peu pareil, je pense, selon moi, au Brésil, dans tous ces pays-là, en Russie, etc. Donc déjà, on a des statistiques fausses. Ensuite, on a des données qui sont complètement insuffisantes. C'est quelque chose de nouveau. C'est un type de coronavirus, le Covid-19, mais c'est un nouveau type et on connaît encore trop peu de choses. Ensuite, on a des informations qui sont contradictoires, même parfois divergentes au sein même de la communauté scientifique. Selon certains, il faut la chloroquine. Selon certains, la chloroquine est très dangereuse ou alors les seuils à laquelle la chloroquine serait efficace seraient des seuils tout simplement létaux. Il y a un manque flagrant de coordination entre les gouvernements et tout ça, ce sont de grands problèmes. Il faut une harmonisation
globalement, entre les États, que ce soit en termes de circulation, en termes d'information et d'avancées technologiques et de découvertes autour de ce sujet. Et donc, a priori, la probable seule solution à cette crise, ce serait un vaccin, temporairement des médicaments entre guillemets palliatifs, ou tout simplement une immunité collective. Alors encore une fois, je suis pas là pour prôner les avantages de l'immunité collective. Je ne suis pas épidémiologiste, mais si l'immunité collective est atteinte, a priori, et c'est pour ça que faut être très précautionneux lorsqu'on parle de ça, a priori, le virus devrait de lui-même s'affaiblir et la crise devrait passer, tout simplement. Alors, maintenant, petite précision, si on considère que la seule véritable solution, c'est un vaccin, sachez qu'un vaccin, ça met des mois, parfois des années à être développé. Donc c'est pour ça que j'ai mis vaccin égale 1 an de développement ou plus. Précision extrêmement intéressante à noter. Je rappelle que le VIH, donc le sida, est apparu il y a à peu près 4 décennies. Et il n'y a jamais aucun vaccin qui a été développé. Donc peut-être qu'il n'y aura jamais de vaccin pour le Covid-19. Alors évidemment, c'est un peu différent, mais peut-être qu'on n'aura jamais de vaccin, tout simplement. Et donc maintenant, ça nous amène à quelque chose, la partie vraiment importante de cette vidéo, je dirais d'une certaine manière, une fois qu'on a tout compris, c'est est-ce qu'il faut investir maintenant, est-ce qu'il faut attendre avant d'investir, et qu'est-ce que moi je vais faire? Je rappelle à tout le monde que faire du market timing, à savoir se positionner au bon moment sur les marchés boursiers, déjà c'est compliqué. Ensuite, comme on l'a vu en début de vidéo, les marchés se payent très cher. On a des PER de 19 aux États-Unis, de 16 en France, et donc les marchés restent actuellement surévalués et même plus chers que ce qu'ils devraient être normalement, malgré la correction des marchés. Ensuite, si vous tenez tout de même à investir, n'investissez dans les sociétés que lorsque vous jugez que leurs fondamentaux et leurs cours boursiers sont en accord avec vos objectifs. Donc, quand je parle de cours boursiers, je parle par exemple d'une décote significative par rapport au PER historique. Le PER d'une société que vous convoitez, je dis par exemple, je sais pas, Kering, eh bien il doit pas être surévalué, c'est-à-dire trop haut par rapport à son PER historique, sa moyenne à 10 ans. Et idéalement, il faut qu'il y ait une forte décote. Maintenant, évitez de cibler des sociétés qui ont un levier, un endettement. Donc le levier, c'est tout simplement la dette sur l'EBITDA, ou si je simplifie un peu, la dette sur le résultat d'exploitation. Évitez des sociétés qui ont un levier supérieur à 3. En général, il ne faut pas que ça soit supérieur à 4, mais au vu de la conjoncture actuelle, considérez 3 max. Évitez et privilégiez si possible les sociétés comme Hermès, ou toutes les sociétés qui ont énormément de trésorerie et qui peuvent faire face à plusieurs trimestres consécutifs de totale inactivité, comme Hermès. Personnellement, de mon côté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le risque de ne pas me positionner maintenant sur les marchés actions. Je l'ai dit et je le répète, on n'est qu'au début d'une crise économique. Et selon moi, on n'a pas encore pris vraiment la mesure de l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Et donc, moi, j'anticipe personnellement une baisse dans les 2 prochains mois. Et ça, c'est quelque chose de purement spéculatif. C'est quelque chose qui n'engage que moi. Alors je vous invite à vous faire votre propre jugement. Sachez que c'est une opinion très personnelle qui n'engage que moi et je vais pas me positionner maintenant tout de suite sur les marchés boursiers. Si vous voulez savoir ce que je vais faire, mais s'il vous plaît, c'est pas parce que je le fais qu'il faut faire de la même manière. Je peux complètement me tromper. Je le répète et je le rappelle, faire du market timing à court terme, c'est très difficile. À long terme, on sait que la bourse, les marchés actions montent et sont la meilleure classe d'actifs. Mais à court terme, c'est difficile à dire. Surtout dans une période où la volatilité est assez accrue comme actuellement. Maintenant, un conseil. Si vous voulez investir en bourse, acheter des actions, mon conseil, c'est de rester prudent avec les valeurs growth. Donc, qu'est-ce que sont les valeurs growth? Eh bien, ce sont les valeurs de croissance. Ce sont les actions de croissance. On peut, en fait, opposer les actions de croissance aux actions de rendement. Et globalement, les actions de rendement, ce sont des actions comme Total qui sont dans les secteurs matures. Les actions de croissance sont des actions de sociétés qui sont justement en croissance, qui ne distribuent en général pas de dividendes et qui réinvestissent leurs bénéfices dans leur croissance et dans leur développement. Mais sachez une chose, c'est que lorsqu'on est en période de récession, de crise économique, les entreprises de croissance, elles ont plus d'argent pour réinvestir dans leur propre développement.
Donc elles peuvent pas développer leur croissance finalement. Et sachez, donc là je vous ai mis un graphique assez illustratif, globalement, sachez que lors de crises économiques, les valeurs de rendement, ou les valeurs, entre guillemets, on appelle ça les value en anglais, les value stocks, c'est-à-dire les valeurs, les sociétés dont la valeur de marché, c'est-à-dire les actions, sont proches de la valeur comptable, ben, ces valeurs value, en général, sont plus résilientes que les valeurs de croissance. Et là, on le voit clairement avec la bulle Internet. Voilà, les marchés actions ont explosé. Là c'est sur une base de 1. Les valeurs de croissance, elles ont été multipliées par presque 3,5 avant, finalement, en 2003, avant de baisser de presque autant qu'elles ont monté, en fait, en 2 ans, quoi. Et donc, restez prudent avec ça. Et globalement, ce qui se passe, c'est lors de périodes de récession, comme ce qu'on va traverser, les valeurs de rendement et les valeurs value sont plus résilientes que les valeurs de croissance. Et lorsque la croissance économique repart, et ça c'est un bon conseil que je vous donne, lorsque la croissance économique repart, les valeurs de croissance typiquement surperforment largement les valeurs de rendement. Et donc c'est pour ça que suite à la crise des subprimes, les valeurs de croissance, il y a eu un écart, elles ont mieux performé que les valeurs rendement, les valeurs value. Et donc c'est ce que j'explique. C'est aussi ce que j'explique ici, il me semble. Et j'aimerais préciser aussi certaines choses. Actuellement, maintenant, tout de suite, en mai 2020, les valeurs de rendement, elles sont moins surévaluées que les valeurs de croissance. Vous prenez une société comme Dassault Systèmes, le PER est peut-être à 45. Vous prenez une société comme Total, le PER est peut-être à 10 ou 11, ou peut-être 12. Et donc, les valeurs de rendement sont moins surévaluées que les valeurs de croissance actuellement. Donc, une correction de marché sur les valeurs de rendement, les valeurs value, etc., sera en toute logique moins brutale que sur les valeurs de croissance growth. Et comme j'ai dit, les sociétés de croissance, elles développent pas leur croissance en pleine crise économique et en récession. Donc, forcément, les valeurs de croissance, elles ont des PER élevés puisque les investisseurs les investissent dedans parce qu'ils ont des prévisions d'anticipation, enfin ils anticipent une croissance élevée des bénéfices futurs, et forcément si la croissance n'est pas là, ces valeurs sont fortement décotées. Autre chose à comprendre, les valeurs défensives sont moins sensibles aux crises que les valeurs cycliques, et la consommation de base, les valeurs de la consommation de base sont moins sensibles aux crises que les valeurs de la consommation discrétionnaire. Donc, les valeurs typiquement défensives, c'est la consommation. Alors, les valeurs de la consommation de base qui sont défensives, dans cette catégorie, on a par exemple l'alimentation. Voilà, je sais pas, je donne un exemple, la société Danone, la société Nestlé, etc. Maintenant, les valeurs cycliques, on a par exemple les secteurs cycliques, c'est tous les secteurs fortement corrélés à la conjoncture économique. Et les valeurs défensives, c'est des secteurs peu corrélés à la conjoncture économique. Dans tous les cas, il faut se nourrir, voilà. Mais en revanche, dans les valeurs cycliques, il y a par exemple, l'industrie automobile. En période de crise économique, les gens reportent leur achat de voitures neuves, etc. La consommation de base, c'est la consommation essentielle. Encore une fois, l'alimentation, par exemple. La consommation discrétionnaire, c'est la consommation non essentielle. Par exemple, la technologie, le luxe, ce genre de choses. Même si on dit souvent que le luxe ne connaît pas la crise. Et donc, sachez que globalement, les valeurs défensives, en période de crise, elles se comportent mieux, elles surperforment les valeurs plutôt cycliques. Et les valeurs de rendement sont moins sensibles aux crises que les valeurs de croissance. Voilà. Donc maintenant, on finit là-dessus. Quelques spéculations autour des anticipations des marchés, quelques spéculations autour de ce qui va se passer sur les marchés boursiers. Un peu de spéculation autour de ce sujet-là. Bref. Alors, selon moi, à court terme, sur une dizaine, une vingtaine de jours, la bourse devrait accueillir favorablement le déconfinement, qui est synonyme de reprise économique. Elle devrait repartir à la hausse. À moyen terme, sur quelques mois, le nombre de cas, et même je pense quelques semaines pour le nombre de cas d'ailleurs, le nombre de cas devrait logiquement repartir rapidement à la hausse. Donc le reconfinement est fortement à envisager. Et donc, c'est mauvais pour l'économie, et donc c'est mauvais pour la bourse. Et enfin, je termine par rappeler ça, nous sommes qu'au début d'une crise économique qui succède à la crise sanitaire, d'ailleurs qui intervient concomitamment à celle-ci, mais nous sommes qu'au début d'une crise économique. Et c'est très important de le comprendre. Donc voilà, écoutez,
Restez prudent, restez vigilant dans vos investissements. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.